Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir David Olivier, fondateur des Cahiers Antispécistes et philosophe. David, avant de commencer à te harceler de questions, j'aimerais te dire que je suis très honoré de te recevoir. Les Cahiers Antispécistes ont énormément influencé ma manière de penser, et certains de tes textes sont devenus des références selon moi. Bref, pour débuter les hostilités, puis-je te demander de te présenter et d'expliquer un peu ton parcours. D'abord, merci de m'avoir invité parce que je suis moi aussi honoré donc, par cette invitation et aussi je suis content de ce que tu dis sur mon influence. Enfin, ça aussi, ça me flatte un peu. Et voilà, alors bon, je suis. C'est un peu difficile à dire en deux mots, mais bon, voilà, je suis né il y a 64 ans et des poussières à Londres donc d'une famille qui était française et états-unienne, donc avec un peu eu un mélange de genres, disons. J'ai vécu pendant 10 ans à Londres et puis on a déménagé en France. Enfin, auparavant, on avait fait des circuits par la Yougoslavie et d'autres, donc voilà, je ne peux pas dire que ça m'a donné une connaissance exactement du racisme, mais je peux dire peut-être quand même d'un certain chauvinisme, en particulier quand je suis arrivé en France, avec l'hostilité envers euh, les Anglais, envers la culture anglaise que j'ai constatée. Bon, à part ça, je dirais que bon, je suis Asperger, donc Asperger, je préférerais peut-être dire autiste d'une certaine façon, parce que je pense que c'est un grand tout, c'est quelque chose de très flou. Euh, Dans le sens que, surtout pour moi, c'était quelque chose qui a fait depuis de très jeune âge que je me sentais très différent des autres, et que j'avais tendance à voir les choses, à essayer de voir les choses d'une façon très différente, en comprenant pas très bien que les autres ne le voyaient pas comme moi, que je me sentais pas du tout à l'aise dans les relations sociales, que j'ai raté beaucoup de choses à cause de ça, je dirais, dans ma vie, ça a été assez difficile. Depuis tout petit, je m'intéresse assez fortement à des questions qu'on appelle philosophiques ou métaphysiques, ou je ne sais pas très bien comment, et en particulier la question de la sentience et de ses relations avec la science. J'ai perçu assez vite qu'il y avait un problème explicatif du genre, voilà, que dans les bouquins de science, ça me disait, oui, les oreilles, il y a des vibrations qui font vibrer les tympans, qui transmettent ça à des nerfs, et puis ensuite les nerfs portent ça au cerveau, et puis dans le cerveau, voilà, hop, on n'en parle plus, on dit plus ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que qu'on ressent ça, c'est-à-dire que jusque-là, ça paraissait être une chaîne d'événements mécaniques, disons mécaniques, explicables par des lois repérables et sans aucune sensation, et tout à coup, ça va au cerveau, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, en même temps que ça, je me suis très tôt intéressé, donc je me suis très tôt révolté contre ce qu'on faisait aux animaux, qui me paraissait contradictoire avec ce qu'on me disait de faire. C'est-à-dire que je me rappelle, ma mère me disait ne tire pas la queue du chat, ça lui fait mal. Et puis j'ai assisté à une scène où il récoltait, entre guillemets, des poissons, c'était en Yougoslavie, dans une rivière qui s'asséchait, enfin au niveau baissé. Donc les poissons étaient en détresse. Et tout le monde autour, enfin tous les locaux étaient là à se réjouir des poissons qu'ils avaient récoltés, alors que les poissons sautaient dans l'eau, essayaient de s'échapper, asphyxiés. Et je me rappelle que ma mère, j'ai dit ça et elle n'a pas réagi. Enfin, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et à partir d'un certain moment, vers l'âge de 6 ans, j'ai dit, c'est pas logique qu'on mange des animaux, mais je ne veux plus les manger. Je ne veux plus les manger, c'était pas seulement que je voulais plus les manger, mais je voulais convaincre les gens d'arrêter de les manger. Et je me rappelle, ça a duré un certain nombre d'années quand j'avais 10, 11, 12 ans, je rêvais quand je serais plus grand, devenir président de la République et par subterfuge, tout à coup, dire maintenant j'interdis la consommation des animaux. Bon, j'ai compris un peu plus tard que ça se passe pas comme ça, mais voilà. Et puis après, je suis tombé dans des histoires d'anarchisme et tout ça, et puis avec la révolte de l'adolescence, avec une sorte de volonté d'intégration sociale. Il me semblait que les anarchistes nous fournissaient la possibilité d'être à la fois intégrés socialement et en même temps d'exprimer ma différence par rapport à la société. Bon, c'était un leurre, je pense. C'était un peu quelque chose
beaucoup freiné dans mon développement. Puis vers l'âge de 27-28 ans, j'ai recommencé à penser aux animaux, petit à petit, en ayant l'impression d'être tout seul dans le monde à y penser. Puis j'ai quand même, avec ma copine de l'époque, décidé d'arrêter de manger les animaux. Et puis j'ai rencontré Yves Bonnardel et Françoise Blanchon, et qui eux aussi étaient un peu dans le pot anarchiste. Et puis on a compris qu'il y avait aussi un mouvement pour les animaux dans d'autres pays, en Angleterre en particulier. Et ça m'a complètement bouleversé d'apprendre ça, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de totalement marginal et que ça n'existait pas, quoi, la possibilité. Et ça m'a complètement surpris aussi de voir à quel point il pouvait y avoir un mouvement très important en Angleterre et que les échos de ce mouvement n'avaient pas atteint la France. C'est-à-dire comme si la France était, non pas par censure des hautes autorités, mais par simplement une sorte d'opacité de notre culture, que les gens ne comprenaient pas que ça puisse exister en France. Et puis bon, après, on a fondé les Cahiers antispécistes, enfin, on a rencontré Peter Singer, on a rencontré l'équipe de Paola Cavalieri en Italie, qui a eu beaucoup d'influence sur nous. On a créé oui, à un certain moment, les Cahiers antispécistes, et donc on a développé cette vision. Voilà. À part ça, donc, moi j'ai une éducation de physique, je m'intéressais à la science très tôt, de mathématiques et de physique, et surtout de physique. Je suis allé jusqu'au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui Master 2, qui est le DEA, donc de physique des particules. Et ensuite, j'ai abandonné pour diverses raisons cette étude de la physique, mais j'ai toujours voulu garder, enfin, j'ai toujours gardé l'idée que euh, cette problématique de la sentience devait aussi être vue dans le cadre de la physique, devait correspondre aussi à devait avoir une explication physique. Et puis bon, voilà, donc après, il était antispéciste, au début on était extrêmement... avant ça, il y a eu une brochure qu'on avait faite qui s'appelait Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux. C'était un titre qu'on voulait extrêmement explicite pour bien enfoncer le clou, parce qu'à l'époque, tous les végétariens étaient végétariens pour leur santé, pour tout un tas d'autres raisons, mais jamais pour les animaux. Nous, on voulait mettre les animaux au centre. Et, et donc à l'époque, on ne connaissait pas le terme spécisme. C'est après, quand on a rencontré, on a lu les bouquins de Peter Singer, La libération animale, et on a rencontré Paul Cavalieri et Singer lui-même. Donc après, on a fondé les cahiers antispécistes en se fondant vraiment là-dessus. Les cahiers antispécistes, on a fondé vraiment avec une vision qu'on voulait enfin, qu'on voulait rationaliste. Ok. Je vais juste t'interrompre 2 minutes. Du coup, tu parles de sentience à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. Est-ce que du coup, pour les gens qui nous écouteraient, qui ne sauraient pas à quoi se réfère la sentience, tu pourrais nous expliquer brièvement ce que veut dire le mot sentience, d'où il vient et pourquoi c'est important de parler de sentience? Alors, le mot sentience, il a été introduit relativement récemment. Je pense que c'était vers 2005 ou quelque chose comme ça, euh, par Steve Arius, je crois que c'est elle qui l'a introduit, et dans les cahiers antispécistes. C'est, en fait, le mot sentience, c'est pour avoir un autre mot pour parler du fait simplement de ressentir les choses. C'est-à-dire, si je prends un caillou, a priori, le caillou ne ressent rien. Si je prends un arbre, il ne ressent rien, il n'est pas sensible, comme on dit. Donc, le mot sentience, c'est un peu pour préciser le mot sensible, le mot qu'on utilisait auparavant, d'être sensible, ou choses comme ça, à cause des insuffisances du mot sensible, parce que le mot sensible peut avoir 25 sens différents. On peut dire une balance est sensible, et ainsi de suite. On voulait un mot qui soit vraiment spécifique, et donc sentient, c'est un peu la traduction du mot anglais correspondant qui est sentient. Encore que je vois que dans les pays anglophones, sentient parfois est mal compris, est compris comme voulant dire quelque chose de plus que le simple fait de ressentir les choses. Par contre, nous, vraiment, on veut que ce mot corresponde au fait de ressentir les choses. Dès lors que je vois la lumière, et que je la perçois, pas simplement que je la vois et que je peux réagir, par exemple, comme on peut réagir automatiquement à un stimulus, mais si je la vois, si j'ai la sensation en question, je suis sentient. Un des problèmes de ce terme étant que, comme ça se voit à travers le fait que j'arrive pas à le définir mieux qu'en disant, voilà, on la voit, on la ressent, etc.,
c'est que le terme sentience, on a du mal à la définir, sauf de façon autoréférentielle, quoi, ou en faisant appel au fait que chacun d'entre nous étant sentient comprend un peu ce que ça veut dire. Et donc ce mot a été introduit, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir l'usage du mot sensible ou des choses comme ça, mais je pense que du mot sensible qui est mieux connu par la population, mais je pense que c'est important d'avoir un mot qui soit assez spécifique pour ça. Ok. Du coup, si je résume, donc, la sentience, c'est la capacité à avoir des expériences subjectives. Oui, ça, le terme subjectif va très bien pour ça. Voilà. Et du coup, il y a vraiment une différence entre une réaction, on va dire, mécanique, par exemple, de j'enclenche son engrenage qui va créer une réaction en chaîne, où là, c'est pas sentient, même s'il y a une perception, par exemple, d'un signal au départ, et le fait qu'un individu soit sentient, où il y a une perception subjective, c'est difficile à expliquer, de ce signal et pas juste une réaction totalement mécanique. Du coup, à moins que tu avais d'autres choses à dire pour ta présentation, j'aurais bien aimé que tu présentes rapidement les écrits, tes réflexions, expliquer un peu sur quoi tu as travaillé et écrit pendant le philosophe antispéciste. Donc on imagine d'une part évidemment que tu as parlé d'antispécisme, mais il y a pas mal d'autres sujets que tu as abordés et j'aurais été curieux que tu les introduises rapidement ici. Alors, par rapport à l'antispécisme, voilà, je pense que le terme aujourd'hui c'est beaucoup diffusé en France, et c'est une bonne chose. Il a été formé par Peter Singer et avant lui par Richard Ryder, mais qui n'a pas beaucoup écrit sur le sujet, qui est un psychologue anglais. Et c'est surtout Peter Singer qui a vraiment donné sa consistance au terme. Mais il a été défini par analogie avec le racisme et le sexisme. Et c'est ainsi qu'on a voulu l'introduire en France par les cahiers antispécistes. On expliquait ça par cette analogie. En même temps, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu problématique dans le sens que tout le monde croit savoir ce que c'est le racisme et le sexisme, mais quand on creuse, en fait, il y a 50 définitions différentes. Mais je pense que le fait d'en parler dans le cadre du racisme et du sexisme, ça permettait quand même de bien mettre le doigt sur le fait qu'il s'agit d'une discrimination injustifiée et injustifiable et qui est simplement faite pour servir nos intérêts. Par les cahiers antispécistes, on a développé ces idées aussi dans le cadre d'une certaine vision de la politique où en Angleterre en particulier, en Italie à l'époque, avec le groupe de Paolo Cavalieri, l'antispécisme a beaucoup été développé sous l'angle éthique, c'est-à-dire donc sur ce qu'on doit faire, ce qu'il est juste de faire, quels sont les raisonnements éthiques qu'on doit appliquer. Disons qu'on a voulu, parce qu'on était issu un petit peu des milieux anarchistes, qui avaient une vision politique des choses, on a voulu introduire ça, introduire le fait que la politique doit on a voulu, disons, politiser l'éthique et éthiciser la politique. Donc on a voulu en particulier faire comprendre que la politique ne peut pas se faire sans référence à l'éthique, sans réflexion éthique, sans justification éthique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui en France passe mal, a toujours eu des difficultés à passer, en particulier dans la gauche, où la gauche, depuis belle lurette, grosso modo, elle cherche à mobiliser les gens sur le thème de c'est votre intérêt de ceci ou cela. Par exemple, à l'époque où j'étais très actif dans les luttes contre le racisme, et je dirais particulièrement contre l'expulsion des immigrés, les gens étaient, les arguments à gauche étaient très souvent sur le thème de c'est de l'intérêt des travailleurs français que d'avoir les immigrés. C'est-à-dire que l'ouverture des frontières, c'est dans notre intérêt. Pour combattre évidemment la propagande en face qui disait les immigrés prennent votre travail, mangent le pain des Français, etc. Sans faire appel au fait que ce soit dans notre intérêt ou pas d'accueillir les immigrés, nous avons une obligation morale au nom d'un principe moral qui normalement est perçu par tout le monde, qui est l'égalité humaine. Nous avons l'obligation morale d'accepter l'immigration, ou en tout cas de regarder ce problème d'un autre œil par rapport à simplement est-ce qu'on a l'intérêt ou pas d'avoir une immigration. Donc
Et c'est la même chose un petit peu sur dans tous les domaines de la politique, en particulier de la politique de gauche, mais pas seulement, en France. Donc l'éthique était placée sous le boisseau. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un petit peu évolué de ce point de vue-là, mais que quand même, je pense que c'est très important que les gens comprennent cette jonction. Voilà, j'ai un peu divagué, je ne sais pas. Alors, à la base, je t'interrogeais plutôt du coup sur quoi portent tes écrits et tes réflexions. Oui, mes écrits, mes réflexions. Donc, bon, c'était l'antispécisme, c'était l'éthique. Bon, moi, dès le départ, j'ai voulu poser ça dans le cadre de ce qu'on appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire pour moi, c'est assez clair. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai développées assez tardivement, mais où j'ai l'impression de les avoir un petit peu euh, abordées très tôt. L'utilitarisme, plus tard, donc j'ai abordé dans un article des cahiers antispécistes que personne n'a lu, mais qui est très long et pas très compréhensible, sur le fait que à la fois l'éthique et la sentience sont des réalités physiques, c'est-à-dire ou je dirais plutôt des réalités objectives qui doivent être considérées comme faisant partie de la réalité au même titre que les propositions sur la physique. Et donc une réflexion là-dessus. Sur quelque chose qui me tient à cœur aussi, et je pense que, bon, c'est pas tout à fait original par rapport à moi, mais je dirais qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à percevoir ce que je veux dire par rapport à ça, c'est l'inexistence de ce qu'on appelle l'identité personnelle. C'est une idée en fait, qui est dans l'air, je dirais, depuis très longtemps, sur le fait que le moi est une illusion. Alors, souvent, quand on dit que le moi est une illusion, les gens pensent qu'on est en train de, de nier l'existence même de la sentience, du ressenti. Mais je pense que le moi est une illusion dans le sens que les gens, ils ont l'impression d'avoir qu'il y a une sorte d'identité personnelle, qu'il y a un objet qui porte leur nom, qui est leur identité, qui est né à la naissance, qui a une persistance dans le temps, qui finit par mourir. Et même les personnes qui croient en ce qu'on appelle une vie après la mort, ils croient en fait en la vie après la mort de leur propre identité personnelle. Les religieux l'appellent l'âme, disons, de quelque chose qui persisterait après. Or, la réalité est que la seule chose que nous percevons, c'est notre instant présent. Nous n'avons jamais de perception du fait que nous étions la même personne hier. Physiquement, nous sommes la même personne dans le sens qu'il y a une continuité physique, mais cette continuité physique est très relative. Donc, au niveau de la constitution physique, nous évoluons constamment. Donc, il n'est pas vrai que physiquement, nous sommes le même objet à 70 ans qu'à l'âge de 3 ans. Au niveau psychologique, nous avons évolué évidemment aussi. Donc, il n'y a aucune raison particulière de croire en cette entité qui s'appelle l'identité personnelle. Et ça a des conséquences, je pense, assez importantes au niveau politique et éthique. Par exemple, je serais incapable de croire au libéralisme, je dirais au libéralisme philosophique, c'est-à-dire à l'idée que chaque personne est une entité qui a des droits isolés des autres et que, par exemple, voilà, si je signe un contrat à l'âge de 20 ans, ce contrat, c'est logique qu'il puisse m'engager 20 ans plus tard, ainsi de suite. C'est-à-dire que le libéralisme philosophique, le libéralisme hard, qu'on appelle le libertarianisme aux États-Unis, qui se veut fondé sur des principes moraux de base, je pense que c'est quelque chose qui n'a aucune justification. L'idée de culpabilité, de devoir être puni pour ses actions précédentes, je pense que ça ne peut pas avoir beaucoup de justification. Donc, les gens pensent, quand on parle d'éthique et de morale, les gens pensent souvent à ça sous le point de vue punitif. Moi, je pense que la responsabilité de chaque individu, c'est une réalité, c'est-à-dire la responsabilité dans le sens de je choisis mes actions et que c'est très important que je sois conscient des conséquences que mes actions vont avoir et que je les prenne, j'y réfléchisse fortement, mais que la responsabilité au sens punitif, du genre tu as fait ça, on doit te couper la tête, ou on doit te tirer les oreilles, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Ça peut avoir un sens pratique, c'est-à-dire d'amener les gens, dissuader les gens de faire des mauvaises actions peut-être,
l'idée que ce serait une bonne chose en soi de punir quelqu'un pour ses actions passées, je ne pense pas. Alors que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, enfin on y viendra peut-être, une de mes thématiques actuellement, c'est sur le problème qu'il y a dans la gauche, la vision de la gauche identitaire, par exemple, ou aussi sur le milieu vegan, c'est-à-dire où on cherche à purifier les individus. On porte beaucoup plus d'action sur la purification des individus, d'être certain que les hommes ils se purifient de leurs idées sexistes, que ce soit des bons antisexistes, des bons antiracistes et compagnie, punir les gens, les agresseurs sexuels, etc., etc. Bon, je conçois qu'on puisse vouloir se garder des gens dont on a des raisons de se méfier, mais je trouve que l'accent devrait beaucoup plus être sur changer les mécanismes culturels et psychologiques qui peuvent amener les gens à être, par exemple, des violeurs ou des agresseurs sexuels ou avoir des comportements sexuels, et, des comportements agressifs, ou dans le domaine, par exemple, par rapport aux animaux, amener les gens en général à consommer moins d'animaux, que de se purifier, par exemple, dans un véganisme et d'amener plus de gens à être des véganes parfaitement purs. Et donc, on a beaucoup trop une vision, je dirais, centrée sur l'individu, disons verticale, avec chaque individu représentant une sorte de fil vertical séparé des autres. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de voir les choses horizontalement, c'est-à-dire voir à l'instant T quelle quantité de mal est fait, et à l'instant T plus 1, essayer de faire que ce mal soit inférieur. Bon, ça c'est un de mes thèmes. Bon, sur les divers thèmes, c'est pas vraiment dans un ordre chronologique, mais bon, j'ai parlé de la sentience, de l'objectivité que j'accorde aux propositions éthiques. Un de mes thèmes aussi, c'est sur par rapport au milieu antispéciste, par rapport au milieu animaliste. C'est marrant en disant ça parce que je pense qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de milieu animaliste, mais le milieu animaliste tel qu'il existe aujourd'hui, eh ben, je trouve il se dit souvent antispéciste, mais il est resté extrêmement spéciste à travers la vision, la perception des humains comme ayant une essence différente des animaux. On trouve extrêmement souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux et ailleurs, des gens qui disent « Ah, les humains, ce serait bien qu'ils disparaissent, c'est la pire des espèces. Ils sont complètement mauvais, ou il faut, quand il y a un toréador qui se fait attraper par le taureau, on dit bien fait pour lui. » Donc, cette vision punitive de l'éthique. Alors que les humains qui se comportent de manière, je dirais, immorale, ils sont exactement comme les animaux qui se comportent de manière immorale. Un chat qui mange une souris, un humain qui gagne sa vie en tuant des taureaux, ce sont des exemples d'individus qui se comportent de manière moralement déficiente. Et nous sommes moralement déficients pour les mêmes raisons que les chats et les chiens et les hiboux sont moralement déficients, c'est-à-dire nos faiblesses à agir de manière rationnelle, de manière morale. Voilà. De fait, les humains sont, comme tous les animaux, sont des êtres partiellement rationnels, partiellement capables d'agir en fonction de leur propre résolution, tiraillés entre des influences extrêmement des influences divergentes. Je pense que quelqu'un qui est né dans un milieu de toréador a beaucoup de mal à sortir de ce milieu de toréador, exactement comme mon chat qui était né d'une mère qui détestait les humains, pour des raisons probablement très bonnes, enfin c'était un chat de rue, a eu beaucoup de mal à changer et à faire confiance aux humains, alors même que clairement ce chat, Kiwen, essayer de faire confiance aux humains, c'est-à-dire il était tiraillé entre sa culture d'origine, je dirais, et son propre raisonnement. Les humains aussi sont tiraillés entre leur culture, entre leurs traditions, leurs habitudes,
leurs désirs immédiats, leurs désirs pour l'avenir et, les, et leur raisonnement, leur capacité de réfléchir un peu, de sortir de ces influences. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de coupure radicale entre les humains et les autres animaux. Et je pense qu'il faut essayer de voir les deux groupes à la manière antispéciste, c'est-à-dire en ayant une indulgence et une bienveillance pour tout le monde, qu'on soit né humain ou chat ou n'importe quel autre être sentient. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai une question. Peut-être que des gens, là où ils verront une différence, c'est de dire que du coup, les humains ont réussi à mettre au point une morale, des lois éthiques, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. En tout cas, il y a une volonté de s'améliorer moralement qu'on peut noter chez beaucoup d'humains. Et peut-être que chez les animaux, on observe moins cette volonté de s'améliorer moralement. Enfin, est-ce que les animaux ont une morale? Je ne sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. C'est-à-dire que du coup, est-ce qu'il n'y a pas presque une sorte d'anthropomorphisme quand on dit que les chats n'agissent pas de manière morale juste parce qu'ils n'ont pas peut-être la capacité d'émettre des jugements moraux, contrairement aux humains qui, du moins, prétendent l'avoir et de fait vont essayer d'agir sur leur comportement ainsi et sur le comportement des autres par ailleurs. Je pense qu'on pourrait dire de la même façon, parce qu'on a que les esclavagistes, mettons, je sois né sur une plantation, que je sois un blanc, avec mon père est propriétaire d'esclaves, je participe à l'esclavage, je donne des coups de fouet aux Noirs qui ne m'obéissent pas comme il faut. Je ne me pose aucune question morale par rapport à ça. Je considère que ça fait partie de l'ordre des choses et tout comme la plupart des gens, enfin beaucoup de gens ne se posent aucune question morale par rapport au fait de manger des animaux. Dans ces circonstances-là, je suis comme le chat qui court après la souris et qui me... Je suis dans un ensemble de déterminismes qui m'empêche de voir à l'extérieur. Donc on peut très bien dire que oui, peut-être que le chat, il ne se pose pas de questions morales. Mais je pense que dans d'autres circonstances, les animaux non humains s'en posent. Je veux dire, j'ai vu récemment quelque chose sur les rats qui vont prendre la peine de libérer un congénère qui est en détresse, y compris s'il n'y a aucune récompense, même pas la compagnie de ce congénère, qui vont même laisser à manger à ce congénère s'ils le peuvent. Ces rats, ils le font dans des circonstances où ils sont tiraillés, par exemple, entre leur désir de manger et le désir d'aider leur congénère. Donc, ils sont dans des circonstances où ils ont à choisir entre une action, ils ne vont pas nommer ça comme en disant que c'est éthique, mais ils ont à choisir entre deux options, dont l'une est une option altruiste. Donc, je pense que les animaux font des choix, que ces choix se font, comme chez les humains, dans des situations délibératives où on se pose des questions, où on est obligé de réfléchir, où on n'est pas dans une situation où la réponse serait donnée d'avance. C'est-à-dire, on est obligé de... Je crois en un sens au libre arbitre. Je crois que le libre arbitre doit être quelque chose qui est compatible avec la physique. Donc, c'est une chose très difficile de voir comment elle peut l'être. Je ne suis pas sur la thèse qu'on appelle compatibiliste, qui accepte qu'il y aurait à la fois un déterminisme mécanique et le libre arbitre comme une sorte d'illusion, ou comme une question de situation, une question de point de vue. Je pense qu'il y a des moments où on fait des délibérations où la réponse n'est pas donnée mécaniquement, et je pense que les animaux font ces délibérations. Mais je pense aussi que la plupart du temps, on cherche à définir l'éthique, un comportement éthique comme étant un comportement qui serait altruiste. Or, comme je l'ai dit, je ne crois pas à l'identité personnelle, et je pense que quand on réfléchit, quand on agit pour notre propre bien, c'est toujours pour notre bien futur. Si j'ai 40 ans et que je mets de côté de l'argent pour ma retraite, je suis en train d'agir pour le bien de quelqu'un dont on dit que c'est moi, que c'est la même personne que moi, mais qui en réalité est une personne future dont je pourrais parfaitement ne pas me soucier. D'ailleurs, beaucoup de gens ne se soucient pas beaucoup de leur
personnage futur. C'est-à-dire, on peut très bien être beaucoup plus tenté de, je dirais intuitivement, de venir au secours de quelqu'un qu'on a à côté de soi que de la personne qu'on sera dans 30 ans, dans 40 ans, qui nous paraît beaucoup plus abstrait. Donc, cette idée selon laquelle il serait naturel et évident de se soucier de ses, entre guillemets, propres intérêts, et pas de et que se soucier des intérêts d'autrui, ça serait quelque chose qui serait d'une nature tout à fait différente de ce qu'on appelle la prudence au sens anglo-saxon, philosophie du terme, qui est le fait de se soucier de ses propres intérêts futurs. Je pense qu'on fait là une coupure arbitraire et artificielle, et qu'en réalité, le phénomène, disons, d'égoïsme, c'est-à-dire du souci pour notre intérêt futur, c'est le même phénomène que le souci pour l'intérêt d'autrui. Et que dans ce sens, l'éthique, c'est le fait de se soucier de l'intérêt d'autrui dans un sens généralisé, de autrui en question, comprenant nos propres intérêts futurs. Et dans ce sens-là, tout naturellement, tous les animaux, tous les êtres sentients qui se soucient de leur intérêt futur, au moins de leur intérêt futur, sont d'emblée éthiques. La question étant une question, est-ce que tel animal perçoit seulement ses intérêts futurs, c'est-à-dire a à l'esprit seulement ses intérêts futurs, du genre le lapin qui essaie d'échapper au renard, il perçoit son intérêt futur à continuer à vivre dans 5 minutes. Dans d'autres cas, il perçoit aussi l'intérêt d'autrui, comme le rat qui est face à un congénère qu'il s'agit de libérer. Classiquement, on perçoit aussi l'intérêt de notre propre progéniture ou de nos très proches, de notre famille. Donc tout ça, ce sont des formes d'éthique, je pense, qui sont très communes à la plupart, à tous les êtres sentients, avec leurs limitations. Les humains, de la même façon que les animaux, c'est bien évident que les animaux sont des physiciens. Les animaux sont des physiciens en ce sens qu'ils connaissent un certain nombre de lois de la physique. Ils connaissent, par exemple, la persistance des objets dans le temps. On cache un chat, on cache quelque chose derrière une commode. Le chat va savoir que c'est derrière la commode, donc il a des lois de la physique. Il connaît les lois de la physique. Les humains ont perfectionné ces lois de la physique grâce aux outils que les humains ont, comme le langage qui permet de faire persister les choses au cours du temps, d'accumuler un bagage culturel que les animaux non humains ont du mal à accumuler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, ils le font de façon beaucoup plus limitée. Donc on a une explosion culturelle humaine, mais cette explosion culturelle, d'abord, elle ne concerne pas tous les humains, et elle ne concerne même aucun humain dans le sens que c'est un phénomène collectif, ce n'est pas un phénomène individuel. C'est-à-dire que chaque humain apporte peut-être un tout petit peu à l'édifice, mais de la même manière que chaque chimpanzé peut être apporté un petit peu à l'édifice, sauf que pour des raisons interindividuelles chez les chimpanzés, ça ne se conserve pas ou ça se conserve peu, alors que chez les humains, voilà, aujourd'hui on en est à un point où ça peut exploser. Et donc, de la même façon que les connaissances scientifiques des humains, scientifiques, organisationnelles, politiques, etc., ont beaucoup évolué, les connaissances éthiques se sont beaucoup systématisées et ont beaucoup évolué. Mais ça n'est pas d'une nature différente de ce qui se passe chez les animaux. Je pense qu'on peut effectivement dire d'un chat qu'il est comparable, d'un chat qui torture une souris, qu'il est comparable à quelqu'un, un humain qui est né dans un milieu de corrida et qui n'a pas la possibilité, pour toutes les raisons imaginables, de sortir de cette vision-là. Et si on dit que l'un est immoral, l'autre est immoral aussi. Et peut-être du coup, ça nous amènera plus tard à d'autres sujets, mais j'ai l'impression que du coup, beaucoup de gens aujourd'hui verraient le fait que l'humain torture le taureau de la corrida comme quelque chose de profondément immoral. Enfin, il n'y a pas besoin d'être antispéciste pour qu'on entende des gens s'opposer à la corrida. Et aujourd'hui, c'est une position relativement majoritaire, je pense, en France. À côté de ça, très peu de gens remettent en cause le fait que les chats puissent torturer et manger des souris, même au sein des animalistes. Du coup, le parallèle que tu fais, aujourd'hui, c'est qu'on considère quand même qu'il est très peu soutenu par les gens de manière générale. Et comment tu expliques que toi, que
d'un côté, on puisse trouver ces humains totalement immoraux, et de l'autre côté, beaucoup de gens considèrent que c'est normal, naturel, pour le chat de torturer la souris, et donc il n'y a pas vraiment de responsabilité à ce niveau-là. Je ne sais pas. Je peux pas. Je peux dire ce qui me vient à l'esprit. Bon, évidemment, il y a le spécisme, le fait de voir d'un œil différent les humains et les autres animaux. L'image qu'on a de l'animal comme un être mécanique mu par l'instinct. La volonté de ne pas remettre en cause l'ordre naturel, c'est-à-dire que on nous dit c'est pas dès la maternelle, c'est dès la crèche. On nous parle de l'ordre naturel des choses avec les carnivores qui mangent la viande, les herbivores qui mangent et les humains qui sont omnivores, qui sont entre les deux. Donc quelque chose qui est bien huilé dans la tête des gens. Donc le chat qui mange la souris parce que on a un mot pour ça et un mot qui est inséré dans toute notre vision de la nature. Ce mot, c'est l'instinct, c'est le carnivore, c'est l'ordre naturel. Donc, c'est comme si ça annulait la souffrance de la souris, comme si ça annulait l'horreur qu'on peut ressentir face à ça. Et je pense que les animalistes, ils ressentent aussi une horreur face à ça quelque part, parce que beaucoup d'entre eux ne supportent pas de voir le chat, par exemple, sauver la souris. Si le chat a ramené la souris à la maison à moitié morte, ils vont essayer de sauver la souris. Mais ils ne vont pas aller jusqu'à dire c'est un problème en soi, il faudrait essayer de faire que le chat ne mange plus la souris. Alors, bon, j'ai pas une explication globale de cette cécité, mais bon. Merci pour ta réponse. Sans transition, donc, on observe aujourd'hui que de plus en plus de personnes remettent en cause le parallélisme naturaliste, c'est-à-dire de dire que quelque chose est bon car il est naturel. Notamment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu sceptique, cette remise en cause du parallélisme naturaliste. Du coup, quelque chose qui m'a assez impressionné et que je trouvais très intéressant, c'est comment Yves Bonnardel et toi alliez même encore plus loin en récusant l'idée de nature elle-même. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet sur, d'une part, le parallélisme naturaliste, qui serait un peu la version faible de l'argument, et la remise en cause de la nature, qui serait la version un peu plus forte? Je pense que oui, le parallélisme naturaliste, ça remonte à loin. Enfin, il y a Mill qui avait écrit là-dessus, enfin, sur la nature, sur le fait que la nature n'était pas un critère éthique. Et bon, évidemment, ça remonte encore un peu plus loin. Je ne connais pas les premiers qui ont parlé de ça. Et évidemment aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à remettre en cause ce parallélisme, dans le sens qu'ils ont envie d'avoir la liberté de développer les outils techniques que la science nous donne. Donc, ils en ont marre d'entendre dire ça, c'est pas naturel, faut pas le faire. Les trains, c'est pas naturel, faut pas prendre le train. Enfin, bon, à l'époque, c'est ce qu'on disait, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est les OGM, c'est pas naturel. Donc, on a envie d'être libéré de ça. Mais je pense que malgré ça, beaucoup de gens gardent à l'esprit l'idée que la nature, ça existe comme une sorte d'entité. Je trouve que Yves a très bien fait quand il a dit la nature, c'est un mot, si par nature, on entend la totalité de ce qui existe, il n'y a aucune raison d'avoir un mot pour ça, autre que la réalité. Si on remplace la nature par le mot réalité, on peut aussi bien décrire la totalité de ce qui existe et il n'y a pas besoin d'un mot comme nature. Je pense que quand on tient à utiliser le mot nature, c'est qu'il y a autre chose derrière, quelque part. Ah bon, c'est un mot qui est très polysémique, on parle de sciences naturelles, la physique, le terme même de physique, ça vient d'un mot grec et qui voulait dire la nature, donc on peut dire qu'il y a des utilisations du mot qui sont parfaitement innocentes, mais je pense que c'est bien de remettre en cause cette idée de nature et de creuser ce qu'il y a derrière, et je pense que c'est difficile de déraciner ce qui est dans la tête des gens et qui est de l'ordre de ce qu'on a appelé le naturalisme, c'est-à-dire l'adhésion à l'idée de nature comme une entité qui aurait une volonté, qui aurait un plan, qui aurait une sorte de logique à laquelle on devrait
se conformer ou à laquelle on va chercher à échapper, par exemple. Un des indices forts de ça, je dirais, c'est l'interprétation des gens par rapport au darwinisme. Ça a été l'objet d'un livre collectif qu'on a publié il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Espèce et éthique. Donc, Espèce et éthique, Darwin, une révolution à venir. Et ça a été publié. Il y a toute une série de textes qui essayent de démonter l'idée de la nature, qui est une idée qui aurait dû disparaître à partir de l'acceptation de Darwin. Aujourd'hui, à Darwin, donc, tel que je le vois, et je pense que c'est une vision juste de ses idées, Darwin, c'est l'affirmation du fait que l'évolution du monde, l'évolution de la nature, disons du monde vivant, a pu se faire sans aucune intention derrière. C'est ce qu'on appelle sélection naturelle, qui est une expression que je trouve critiquable, même si elle a été utilisée par Darwin, mais ce qu'on appelle sélection naturelle, c'est un mécanisme sans aucune intention, et ça Darwin l'a bien clairement mis en évidence. Il n'y a aucune intention, c'est simplement mécaniquement que certaines caractéristiques vont être conservées, et petit à petit, et d'autres vont être éliminées, et petit à petit, les choses vont évoluer. Par exemple, l'œil, certaines cellules peuvent être sensibles à la lumière pour des raisons X et Y, peuvent ensuite, les animaux qui ont ces cellules, par exemple, qui doivent détecter, enfin qui sont sous le niveau de la mer et qui sont sensibles à la lumière du soleil, bon, ça leur permet de savoir, ou en tout cas ça permet à leur organisme de réagir à la présence de la lumière. Et petit à petit, par le simple fait de la conservation des caractéristiques qui augmentent la reproduction de l'individu, l'œil va se développer. Donc, sans aucune intention, et donc il n'est pas juste de dire que l'œil a pour fonction de voir. L'œil n'a pas pour fonction de voir, l'œil voit simplement. On peut simplement dire que l'œil voit, et que quiconque a un œil, a des yeux, verra et se reproduira mieux que la personne ou l'individu, l'animal qui n'a pas d'yeux. Donc le fond du darwinisme, c'était le fait de vider la nature de ses intentions, de l'intention qu'on voyait derrière l'évolution. Parce que jusqu'à Darwin, on considérait que voilà, la nature, soit elle est fixe, soit elle évolue suivant une volonté de la nature de conserver ceci ou cela. Mais ce mécanisme de la sélection naturelle a été immédiatement transformé dans l'esprit des gens, et ça persiste encore aujourd'hui de façon massive, non pas comme étant un mécanisme qui a amené un certain état des choses, mais comme étant le moyen que la nature a de faire évoluer comme il faut les choses, par exemple pour conserver un équilibre naturel, pour conserver le bon équilibre entre les prédateurs et pour faire que les choses continuent à exister, ou pour faire que les animaux soient heureux, ou pour faire voilà, pour nous garder en bonne santé, et ainsi de suite. C'est-à-dire que au lieu de voir, ou pour faire en particulier que les animaux soient sains, soient beaux, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on dit que c'est la sélection naturelle qui fait que la nature est belle, que les lièvres ont des grandes jambes, que les loups coopèrent entre eux, et tout un tas de choses qui sont très, très positives, qu'on considère comme très positives. Donc, que la sélection naturelle, au lieu d'être le mécanisme qui fait que les choses sont comme elles sont, serait la volonté de Mère Nature de faire que les choses aient soient dans une bonne configuration. Et cette interprétation absurde de Darwin, elle est super présente, y compris chez la grande majorité des biologistes, je dirais, en tout cas des biologistes qui s'occupent d'écologie ou de choses comme ça. Et comment faire que les gens se débarrassent de cette vision? Je pense que c'est vraiment une tâche majeure qu'on a devant nous. Alors voilà, je pense que la nature, oui, c'est aussi lié à la question de l'essentialisme, qui est aussi lié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que
avant Darwin, euh, on voyait les espèces comme ayant été créées par Dieu à l'origine des temps, chaque espèce ayant son essence, ou ce qu'on appelle la nature dans le sens de la nature du chat, par exemple. Quand, par exemple, je vais sur des forums et qu'on parle de forums, y compris de vegan, je parle du fait de nourrir les chats sans viande, donc avec des préparations adaptées, il faut des préparations spéciales pour les chats, mais ils peuvent très bien être nourris sans viande. Ou si je parle du fait de les garder à l'intérieur, on me répond presque à coup sûr, mais ton chat, s'il ne chasse pas, il ne sera plus, ça ne sera plus un chat. Bon, que le chat, la nature du chat, c'est de chasser. Sinon, ce n'est pas un vrai chat. C'est pas un vrai chat. C'est ça l'essentialisme. L'idée qu'il y aurait une sorte d'essence dans le chat auquel le chat devrait se conformer. Alors c'est quelque chose qui marche pour les chats, et historiquement c'était très fort, l'idée d'essence, que chaque espèce avait son essence. C'était même, je dirais, pratiquement une définition jusqu'à Darwin de l'idée d'espèces séparées. C'est très présent dans, par exemple, l'idée de telle femme elle a des poils, c'est pas une vraie femme. Donc, dans plein de mécanismes sexistes, bats-toi si tu es un homme, ça marche pour les deux sexes, c'est-à-dire qu'on doit être conforme à une certaine essence qui est censée être la nôtre. Que si on est un homme, mais qu'on n'a pas l'essence d'un homme, on est en porte-à-faux par rapport à notre essence, on est une sorte d'être monstrueux. La femme à barbe, l'homme qui serait féminin, trop féminin, et ainsi de suite. C'est pas un vrai homme. Et pareil pour le chat qui mange des lianes, qui ne mange pas d'animaux. Et c'est très difficile de faire entendre ça. Je pense que la vraie racine du sexisme et du racisme, tout comme du spécisme, c'est l'essentialisme. C'est l'idée d'une essence qu'on aurait à l'intérieur de nous. Et je pense qu'arriver à nous débarrasser de ces choses-là, je pense aussi que c'est une tâche collective. C'est-à-dire que c'est une tâche qui implique de changer notre culture, notre vécu de ça. Par exemple, l'émergence des mouvements trans, je pense que ça nous aide à nous débarrasser un peu de nos automatismes par rapport aux hommes et aux femmes, de notre regard. J'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Moi, une de mes impressions, par exemple, sur le fait que les gens vont justifier que le chat doit chasser, le chat doit aller dehors, le chat doit ceci, cela, c'est avec l'idée en fait que plus l'animal est proche de sa nature, ou du moins de la nature qu'on projette, plus il sera heureux en fait. Et du coup, l'idée qu'il doit être conformé à la nature, c'est presque une forme de manière instrumentale de parvenir au bonheur du chat. L'idée, c'est pour qu'un chat soit heureux, hop, il faut qu'il aille dehors, il faut que ceci, cela. Et du coup, pour les gens qui auraient cette idée-là, qui te diraient que du coup, en voulant totalement remettre en cause la nature du chat, tu le rendrais malheureux parce qu'il ne pourrait pas profiter de ses instincts ou de ses besoins naturels, entre guillemets. Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te répondrait ça? Je pense que ça correspond, cette idée, elle correspond à une réalité. Et je pense que c'est là qu'il ne faut pas se leurrer et penser qu'il suffit d'un claquement de doigts de dire la nature n'existe pas, nous sommes antinaturalistes. Je pense que ça correspond à une idée qui est que même si on connaît le darwinisme et qu'on se dit que tout a évolué à travers les mécanismes de la sélection naturelle, je pense qu'il reste un mystère qui est comment ça se fait qu'on est là, que ce mystère, on a envie quelque part de le rapporter à une volonté, c'est Mère Nature qui nous a créés, la nature qui nous a créés. On sait que dans beaucoup de cas, on a des désirs, des réflexes dont on ne connaît pas l'origine et qu'on ne peut qu'attribuer à nos instincts ou à quelque chose que la nature a mis en nous, et qui sont des choses qui sont bonnes pour nous. C'est-à-dire que si quelque chose sent très mauvais, on n'a pas envie de le manger, on ne sait pas pourquoi on a ce sentiment que ça sent très mauvais.
Et de fait, généralement, les choses qui sentent très mauvais ne sont pas bonnes à manger. On sait que quand on a soif, bon, ben, pourquoi j'ai soif? Je ne sais pas pourquoi j'ai soif. C'est un phénomène naturel en moi dont je ne connais pas l'origine. Et ben, on sait aussi que quand on a soif, c'est une bonne chose de boire, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, entre guillemets, obéir à la nature, obéir à ce que nature nous dit, à ce qu'on peut ressentir comme étant ce que nature nous dit, c'est quelque chose de très souvent de juste. C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on peut facilement penser que se conformer à la nature est une bonne chose, est une clé du bonheur. On peut, enfin, je pense qu'il est bon de voir l'envers de la médaille, c'est-à-dire se conformer à la nature. C'est aujourd'hui manger trop de sucre et c'est pas bon pour nous, et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses que la nature a aussi créées en nous qui ne sont pas bonnes pour nous. La nature, nous sommes des survivants, c'est-à-dire que toi et moi, on est là parce que, de fait, on est là, on a survécu, on ne fait pas partie des innombrables êtres qui sont morts avant d'avoir atteint l'âge d'un an, ou même, pour beaucoup d'entre eux, même d'une journée, quoi. Donc, on a un biais du survivant par rapport à ça, qui nous permet facilement de croire que la nature est bonne. Il y a aussi une question, je dirais, comme la nature paraît comme une sorte de force au-dessus de nous, qui nous a créés, qui peut nous tuer. On sait très bien que demain, je peux apprendre que j'ai un cancer, que demain, je peux mourir d'un infarctus, et qu'un jour, ce sera forcément le cas. Je pense qu'il y a un côté syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que la nature, c'est un peu notre mère, à la fois bonne et méchante, qui peut nous punir, et on est à sa merci. Et donc, on va l'adorer, tout comme on adore Dieu. C'est le même phénomène. On sait très bien que les gens, ils se mettent à croire en Dieu, plus ils sont dans une situation horrible, plus ils se mettent à prier Dieu. Je veux dire, les gens, quand ils sont victimes comment on appelle ça, un ouragan, enfin, quelque chose qui a détruit leur maison et qui se retrouvent sans rien du tout, ou dans les guerres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier Dieu, qui pourrait se dire qu'il ferait mieux de le maudire. Enfin, s'ils vont croire en Dieu, ils devraient peut-être lui adresser quelques reproches. Mais non, en fait, ils se mettent à l'adorer encore plus. Je ne sais pas si ça correspond vraiment au syndrome de Stockholm cliniquement, mais ça me fait penser à ça. Donc, on a tout un tas de mécanismes qui font qu'on a du mal à s'en libérer. Et je pense qu'en définitive, on arrivera vraiment à s'en libérer que quand on comprendra mieux le monde physique dans lequel on est. Qu'on comprendra mieux ce qui a fait que la sentience s'est développée, que la sentience est apparue, je dirais comme phénomène physique il y a peut-être 500 millions d'années, quelque chose comme ça, dans le monde animal, où se trouve la sentience, et que c'est peut-être moins la nature comme étant mère nature, quelque chose comme ça, qu'il faudrait adorer, mais l'existence de mécanismes physiques ayant permis de faire apparaître la sentience, ayant permis de faire apparaître, je dirais, notre intelligence, notre capacité à prendre les bonnes décisions, les décisions éthiques, je dirais, de façon de plus en plus juste et de plus en plus réfléchie, que c'est ça qu'il faudrait célébrer comme phénomène physique. Et que donc, quelque part, pour dire la nature n'existe pas, il faudrait mieux comprendre ce qui existe à la place. Et en attendant, je pense qu'il faut continuer à combattre le parallélisme en question et continuer à insister que voilà, les OGM d'aujourd'hui, c'est comme les trains du siècle dernier, et qu'on doit s'en servir comme un outil qui a aucune raison de reculer d'horreur face à ça. C'est ça, que la nature n'a aucune fonction normative, que juste les choses sont, et de là, c'est à nous de déduire si elles sont bien ou mal, mais qu'en tant que tel, il n'y a pas de prescription, parce que c'est naturel, c'est forcément bon ou mauvais. Ouais, et que si nous considérons que la nature nous a créés, on doit aussi considérer que tout ce que nous créons est une création de la nature. Les centrales nucléaires sont naturelles autant que les jardins fleuris, et que ce que les humains font de mal
c'est des choses naturelles aussi. Quand les humains jettent des papiers gras dans la nature, c'est exactement la même chose que quand les poissons qui sont en surpopulation dans un lac et qui vont finir par tuer le lac, c'est-à-dire par leur déjection, ils ne se posent pas la question euh, de ramasser leur caca pour que ça ne pollue pas. Le fait de jeter un papier gras, je dirais, c'est le réflexe le plus naturel du monde, quelque part. C'est ce que font tous les animaux depuis la nuit des temps, et que notre capacité de raisonnement qui nous amène à ne pas jeter les papiers gras, c'est aussi quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui correspond à un progrès par rapport à notre état antérieur, l'état antérieur de pratiquement tous les animaux sauf quelques-uns comme les fourmis qui apparemment ont des dépotoirs assignés pour leurs déchets, etc., etc. Donc ça existe quand même aussi chez les autres animaux. Mais c'est quelque chose d'assez rare et que ça me fait penser à un panneau euh, qu'on voit souvent en photo sur Internet qui dit enfin, à l'entrée d'un parc naturel qui dit comportez-vous comme des animaux, ne salissez pas. Et ben, en fait, comportez-vous comme des animaux, ce serait jeter les papiers gras par terre, n'avoir ne se soucier en aucune façon des plantes qui disparaissent. Enfin, aucun autre animal ne se soucie des plantes qui disparaissent. Il bouffe, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quoi. Je dirais. Ça, je pense que c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'un animal ne se soucie de la disparition des espèces. Quel serait, par exemple, tu vois, un paper, un article, un livre que tu trouves, pareil, très instructif ou bien qu'on pourrait qualifier de ton article préféré, par exemple, et pourquoi? Bon, je pourrais citer les trucs bien connus comme la libération animale de Singer, enfin bon, des évidences comme ça. D'autres que j'aurais envie de signer et de citer, par exemple, Renan Larue, qui a beaucoup écrit sur donc, la question animale, la préoccupation pour les animaux, c'est pas une sorte de lubie moderne, mais c'est quelque chose qui a des racines très lointaines et qui a toujours été en tension, voire en opposition avec les religions, en particulier les religions chrétiennes. C'est quelque chose qui... le végétarisme, par exemple, a été éclipsé après la Révolution française. C'est-à-dire que ces genres de préoccupations étaient très présentes lors du siècle des Lumières et auparavant, et que si on a l'impression que c'est complètement sorti de l'esprit des gens, de l'idée des gens, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, c'était complètement absent de l'idée des gens, mais c'est pas parce que ça n'avait jamais été dans l'esprit des gens, mais c'est parce qu'il y a eu une sorte de chape de plomb qui était tombée dessus à partir du XIXe siècle. Une autre chose que je citerai, c'est pas que l'auteur, je sois d'accord avec ce qu'il dit, d'ailleurs il n'est pas du tout animaliste, par exemple, mais c'est Steven Pinker, un livre qui a été traduit en français qui s'appelle La part d'ange en nous. En anglais, c'est The Better Angels of Our Nature. Pinker, il montre, je dirais de façon assez convaincante, qu'il y a eu un progrès moral, j'allais dire continu, mais c'est pas continu, mais quand même avec une tendance lourde au cours des siècles de progrès moral, qui se traduit d'ailleurs dans des évidences. Je veux dire, quand quelqu'un fait une chose horrible, on a tendance, ou dit des choses, par exemple, dit les femmes doivent être soumises à leur mari, etc. On lui dit, oh, on est au XXIe siècle, on est en 2020. Ce qui est une traduction très claire du fait qu'il y a un progrès moral et que ce progrès moral, il a été, ce que faisaient les Romains il y a 20 siècles, aujourd'hui personne n'hésiterait à dire que c'était de la barbarie, c'est vrai qu'il y a les gladiateurs et ainsi de suite, les crucifixions et tout ça. Il y a 10 siècles, c'était peut-être mieux un peu, mais pas tant que ça, et qu'il y a eu un énorme progrès. Et donc Pinker, je le vois comme étant quelque chose qui gagnerait vraiment à être lu par beaucoup de gens et qui moi, m'a beaucoup inspiré quand j'ai lu ça. Enfin, quand j'ai lu ça, et bon, je suis un peu tombé, au contraire, j'ai eu un gros coup de déprime par rapport à ça le jour de l'élection de Trump il y a 4 ans, parce que ça paraissait contredire entièrement
une vision un peu optimiste des choses, mais je pense que c'est quelque chose qui est vrai et que c'est un esprit qui devrait infuser les gens et qui manque vraiment, qui est l'idée que nous devons chercher à avoir confiance dans nos capacités de progrès, confiance dans nos capacités de raisonnement malgré tous nos défauts, malgré le fait que nous sommes, comme tous les animaux, prisonniers de nos atavismes, nos mécanismes, nos limites, mais que nous sommes collectivement capables d'aller vers le mieux. Du coup, tu fais partie en France d'une des rares personnes avec une posture qu'on appelle RWAS, ou en bon français RWAS, qui tient Oui. pour Reduction of Wild Animal Suffering, donc réduction de la souffrance des animaux sauvages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ce mouvement, cette position, ce dont il s'agit? Alors, le terme RWAS, le RWAS, c'est quelque chose qui est apparu il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, surtout dans le monde anglo-saxon. Nous, au cahier antispéciste, on s'est immédiatement, dès qu'on s'est formé, pratiquement, et même avant, mis à critiquer la notion de nature et aussi le caractère intouchable dans l'esprit des gens de la prédation. Parce que la prédation, c'est quand même une source de souffrance énorme pour énormément d'animaux, pas seulement les animaux qui sont victimes directes de la prédation, mais aussi par la manière dont ça conditionne leur existence, par la peur perpétuelle dans laquelle ils vivent de la prédation. Et donc, on s'est mis à parler de ce problème de la prédation très très tôt. On en a parlé de manière beaucoup plus ouverte et officielle à partir de, je ne sais plus quand exactement, 1995, avec un numéro spécial de cahier antispéciste là-dessus. Il y a eu quelques penseurs antispécistes auparavant qui en avaient parlé, dont on avait connaissance, comme Saprantzis, Steve Saprantzis, dont on avait publié la traduction d'un texte dans les cahiers. Et puis bon, c'est la critique, enfin le sentiment que la nature, le système naturel, disons, est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui remonte à loin. Enfin, je veux dire, il y a même des passages de Michelet qui parlent de l'horreur de la nature, et ainsi de suite. C'est une critique qui est potentiellement dans la tête des gens. Et puis à un certain moment, j'ai commencé à voir apparaître, donc dans les milieux anglo-saxons, cette même critique avec une perspective assez différente, qui est beaucoup plus liée à une vision de l'altruisme efficace et de personnes jeunes et techniciennes dans leur esprit, avec un accent moins porté sur la prédation, en parlant aussi de la souffrance en général, parce qu'il n'y a pas que la prédation qui soit une source de souffrance chez les animaux. Toutes les maladies sont une source de souffrance, des maladies, que ce soit dans la jeunesse ou que ce soit à la vieillesse. Enfin, il n'y a pas de dentiste pour les vieux éléphants qui meurent souvent par incapacité à manger au bout d'un moment. Et puis, avec une vision, je dirais, qui se traduit dans l'acronyme RWAS, dans la réduction de la souffrance, et pas simplement de la prédation. Et puis, avec une vision pour beaucoup d'entre eux, qui est une vision très négative de la nature, fondée sur, je dirais, un principe philosophique, une vision éthique, et qui est ce qu'on appelle l'utilitarisme négatif, qui accorde une importance beaucoup plus grande au fait d'éviter la souffrance qu'au fait de promouvoir le bonheur. J'explique un petit peu que l'utilitarisme, donc c'est l'utilitarisme classique, c'est une philosophie qui, grosso modo, dit il faut promouvoir le bonheur de tous, enfin de quelques personnes que ce soit, de quelques êtres sentients que ce soit, et il faut réduire la souffrance de quelques êtres sentients que ce soit, avec la possibilité, évidemment, je dirais, un trade-off, une négociation entre les deux, c'est-à-dire que si une certaine mesure va causer une certaine souffrance, mais cause un bonheur beaucoup plus grand, par exemple, on impose à quelqu'un de force, par exemple, la souffrance d'une piqûre d'aiguille, mais en lui imposant cette souffrance d'une piqûre d'aiguille, on permet de faire un grand bien dans le monde. Enfin, bon, c'est un exemple bateau, mais je veux dire, c'est ça l'idée.
bon, il devient juste de créer cette petite souffrance au nom du fait de créer le grand bonheur. Les utilitaristes négatifs ont au contraire l'idée que le bonheur, c'est peut-être bien, mais ce qui importe avant tout, c'est de diminuer la souffrance. Alors bon, il y a différentes sensibilités d'utilitarisme négatif, mais grosso modo, c'est des personnes qui sont beaucoup plus motivées à combattre la souffrance qu'à promouvoir le bonheur. Et donc, ça aussi, ça se traduit par, dans le cycle, réduction de la souffrance des animaux sauvages, qui ne fait pas référence à la promotion de leur bonheur. Et ça, c'était quelque chose qui, à Yves et moi et aux personnes qui avions lancé cette thématique en France, c'est quelque chose qui nous est un peu étranger. Personnellement, je ne me sens pas du tout sur cette ligne-là. Et cette vision, elle amène une vision assez négative de la vie en général. Et donc, je veux dire, d'une façon pratiquement automatique, si on est pour la promotion, et si on est pour la réduction de la souffrance sans prendre en compte la promotion du bonheur, le résultat, c'est que l'idéal, ce serait effectivement qu'il n'y ait aucune vie nulle part. Donc, ça a amené à un certain nombre de critiques du RWAS et qui fait qu'aujourd'hui, je ne me reconnais pas vraiment dans ce sigle RWAS. En fait, je me reconnais dans le sens que c'est celui que tout le monde utilise à propos du simple fait de se préoccuper pour la nature, pour la souffrance et le bonheur dans la nature, mais que je ne me reconnais pas techniquement dans cette vision-là. Pourquoi, à ton sens, c'est important de défendre le fait qu'on ne doit pas seulement s'occuper des animaux, on va dire, sur lesquels on a un impact direct, comme par exemple des animaux qu'on mange ou quoi que ce soit, mais aussi des animaux à l'état sauvage. Ça, je pense que c'est un premier point que j'aurais aimé discuter parce que pour beaucoup de gens, même au sein des milieux animalistes, notre responsabilité morale s'arrête vraiment à l'impact direct qu'on va avoir et on n'a aucune responsabilité et même on n'a aucun droit à essayer d'améliorer les conditions de vie des animaux à l'état sauvage. Et ça, du coup, j'aurais aimé rapidement que je puisse expliquer ton point de vue là-dessus. Et après, dans un second temps, oui, pour toi, quels soient les meilleurs arguments contre ces visions-là, de dire qu'il faut prendre en compte la souffrance et le bonheur, du coup, des animaux sauvages. Systématiquement, par exemple, quand on va parler du fait qu'il faudrait, si possible, faire en sorte que les animaux sauvages ne meurent plus de faim ou que le lion, peut-être, ne devrait pas manger la gazelle, etc., on passe sur des gens à moitié fous qui se donnent un peu, qui s'arrogent de pouvoir de Dieu, presque, de remodeler le monde tel que l'aimerait, et donc qui se rebelleraient contre l'ordre naturel, ou du moins qui se sortiraient de leur droit et de leur responsabilité. Alors qu'à côté de ça, si par exemple quelqu'un trouve un oisillon tombé du nid dans la forêt, beaucoup de gens vont se dire que c'est une bonne chose de venir en aide à cet oisillon, quand bien même cet oisillon est aussi sauvage que la gazelle qui se bouffée par le lion ou que l'éléphant qui meurt de faim parce que ses dents sont dans mauvais état, que n'en sais-je. Et du coup, moi, je trouve cet exemple intéressant, quand il y a parfois un peu un décalage entre deux choses qui, a priori, relèvent autant l'une de l'autre d'un droit qu'on s'arroge sur la nature, sur le monde sauvage, mais le fait que l'un soit rejeté et l'autre non. Et donc, du coup, je divague un peu. Mes questions, c'est d'une part, selon toi, qu'est-ce qui justifierait de prendre en compte également dans le calcul utilitariste les animaux sauvages? Et ensuite, comment tu expliques le fait aujourd'hui qu'il y a un tel rejet par rapport à cette idée que dès que quelqu'un va proposer quelque chose qui va sembler bizarre et contre-naturel, qu'on va lui reprocher de se prendre pour Dieu ou de faire des choses qu'il n'avait pas le droit de faire, comme on expliqué, et comment aussi, du coup, convaincre les gens, si on voulait convaincre de ça, qu'il y a une importance, même un besoin peut-être, d'également prendre en compte la souffrance des animaux sauvages. Pourquoi il faut le prendre en compte? Déjà, je pense que les gens ont une vision de l'éthique de façon générale où ils ont des obligations négatives beaucoup plus fortes que les obligations positives. Je pense que ça vient aussi de notre perception de l'éthique comme étant quelque chose comme étant l'obéissance à une loi divine.
si je commets un acte qui va à l'encontre de cette loi divine, disons, si je commets un meurtre, alors que Dieu a dit tu ne tueras pas, je suis en train de non seulement de tuer quelqu'un, mais aussi de blasphémer. On perçoit ça comme étant une déclaration personnelle d'opposition à une loi divine. Alors que si je ne fais rien pour sauver autrui, je ne suis pas en train de déclarer mon opposition à la loi divine. Je ne suis pas en train de... Donc le même acte qui a la même conséquence, c'est-à-dire si je passe à côté de quelqu'un en train de se noyer et que je ne le sauve pas, je me sentirais moins coupable que si je l'avais jeté à l'eau, même dans les cas où je pourrais le sauver facilement. Bon, on a quand même l'idée que c'est pas bien de passer à côté de quelqu'un et de ne pas le sauver, mais notre obligation est beaucoup plus limitée. Les gens ne se sentent pas du tout une obligation, par exemple, d'aider les gens qui meurent de faim dans le monde, même s'ils savent qu'en ne les aidant pas, ils vont, qu'en les aidant, ils pourraient sauver des vies. Ils ne se sentent pas cette obligation de les aider parce que c'est une absence d'action, alors que s'ils tuaient ces personnes, ils se sentiraient beaucoup plus coupables. Donc on a de façon générale cette idée que nous devons nous abstenir de faire le mal, mais pas que nous avons une obligation d'empêcher le mal, même si nous pourrions le faire avec autant de facilité ou de difficulté. Donc, le monde animal, le monde extérieur, on le voit comme étant le monde naturel, disons, on le voit comme étant un truc qui n'est pas de notre responsabilité. On peut beaucoup plus facilement se défaire de cette vision. Moi, je pense au contraire que, contrairement à cette vision-là de l'éthique, que le fond de l'éthique, ça consiste à se préoccuper des intérêts d'autrui, ou de soi-même éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que en fait entre soi-même et autrui, soi-même futur et autrui, il n'y a pas une séparation si nette, mais en tout cas d'un certain autrui, ça consiste à mettre au centre de notre préoccupation actuelle le point de vue de cet autrui. Et donc le fait que ce soit nous qui ayons fait une action mauvaise ou que ce soit le loup qui a fait une action mauvaise, ça ne change rien à la souffrance du lapin. La souffrance du lapin, la peur du lapin, la mort du lapin, ce sont des choses mal en soi, que ce soit fait par le loup ou par l'humain. Et l'éthique ne consiste pas à nous demander sommes-nous coupables ou le loup est-il coupable. L'éthique consiste à se demander le lapin, est-ce qu'il souffre et qu'est-ce qui est possible de faire pour qu'il cesse de souffrir. Donc, je pense que nécessairement, si on veut avoir une éthique et une éthique qui soit non spéciste, on doit accepter que la souffrance du lapin importe, que ce soit un humain qui l'inflige ou que ce soit un loup qui l'inflige. Sans parler du fait que si on n'est pas spéciste, pourquoi nous préoccuperions-nous plus des actions des autres humains que des actions des loups? Si nous voyons les humains et les loups en général comme étant des êtres de même nature, ce qu'ils sont, si nous n'avons pas cette vision automatique essentialiste qui met dans la catégorie entre guillemets nous, les autres humains, mais pas les loups, on doit voir l'action de l'humain qui part à la chasse, par exemple le matin, et l'action du loup dans la même catégorie. Ah bon, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire. Oui, l'humain qui part à la chasse, il le fait pour son plaisir. Le loup, il le fait pour sa subsistance. Bon, il se trouve que souvent, les loups ne le font pas pour leur subsistance, mais ils le font aussi pour leur plaisir. Donc, bon, on peut discuter de ça beaucoup. Mais à la base, c'est le même problème, c'est le même phénomène. Et donc, on ne peut pas simplement s'isoler de la souffrance des animaux sauvages et dire qu'elle n'importe pas. Pourquoi il faut s'en préoccuper? Parce que ça importe en soi. Je voulais juste noter aussi que tu as dit les gens ils réagissent en disant tu te prends pour Dieu, et c'est une réaction qu'on rencontre presque à chaque fois. Et je pense que ça confirme ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que la nature c'est quelque chose de notre idée de nature, c'est une traduction de l'idée religieuse. Souvent les gens ils disent
tu te prends pour Dieu, et puis on leur dit, mais je ne me prends pas pour Dieu, Dieu n'existe pas, toi tu crois en Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un croit en Dieu et dit tu te prends pour Dieu, ça peut être logique. C'est-à-dire que la personne dit Dieu a disposé le monde comme ça, toi tu n'as pas le droit de le disposer autrement. Donc tu es en train d'usurper le pouvoir de Dieu. Mais les gens, très souvent, après nous avoir dit tu te prends pour Dieu, ils nous disent, ils disent non, non, moi je suis athée. C'est-à-dire, ils nient être croyants, tout en disant, voilà, tu as compris ce que je veux dire par tu te prends pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont dans l'esprit la référence de Dieu, qu'à la fois ils ont et ils n'ont pas. C'est-à-dire, ils vont nier avoir ça, mais leur structuration de la vision de la nature, quand on va à l'encontre des lois de la nature, pour eux, immédiatement, ça leur fait penser, vous allez à l'encontre de Dieu qui a disposé la nature de telle façon. Vous vous prenez pour quelqu'un de plus intelligent que Dieu. Parfois, ils disent de plus intelligent que la nature, à quoi je réponds systématiquement. Mais bien sûr, je suis plus intelligent que la nature, car la nature en soi n'est pas intelligente du tout. Donc, au minimum, je suis plus intelligent que la nature. Donc, ils révèlent par là leur attachement à la nature comme étant un objet de caractère divin. Peut-être une question que vous aurez bien aimé te poser, et en fait c'est une question que j'aime bien poser en général, c'est une question que notamment Robert Trublin pose beaucoup dans ses interviews, c'est en gros de dire quels seraient les meilleurs arguments contre les thèses que tu développes. Et donc dans la discussion à nous, ce serait quels seraient selon toi les meilleurs arguments, par exemple, pour dire qu'on ne devrait pas prendre en compte les animaux sauvages dans notre calcul de réduction de la souffrance et augmentation du bonheur. Quels seraient les meilleurs arguments pour argumenter que la nature existe? Et en général, ouais, je suis curieux des réponses que ça provoque. Maintenant, d'une certaine façon, on a déjà abordé la question des arguments pour que la nature existe. Enfin, le fait que voilà qu'on existe nous, j'ai tendance à dire même qu'on a été créé, mais on n'a pas été créé, mais ça donne l'impression en tout cas qu'on a été créé. Et je pense qu'on est encore très loin de comprendre la réalité. Je pense que la vision qu'on a aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que le progrès de la science est fini. Il y a eu beaucoup de moments dans le passé où on pensait qu'il n'y avait plus grand-chose à apprendre. Je pense que la vision du monde que la science d'aujourd'hui, la science physique nous donne, est une vision très qui a énormément progressé, qui est très riche, mais qui est très loin d'être finie. Et tant qu'on ne comprendra pas la base de l'existence de la sentience, c'est pourquoi elle est apparue et pourquoi elle est possible dans le monde, on ne pourra pas se dire j'ai le cœur net sur le fait de l'inexistence de la nature ou même, je dirais, de Dieu. Moi, ma vision par rapport à Dieu, c'est surtout que la notion d'un Dieu qui soit un Dieu bienveillant est une notion contradictoire. Bienveillant et tout-puissant est une notion contradictoire, et donc ça ne peut pas exister. C'est extrêmement improbable. Mais l'idée qu'il y ait une force, bon, après, on se demande d'où vient cette force, etc. Il y a tous les arguments sur l'inutilité de cet agent-là. Mais il est vrai que, vu l'absence qu'on a de compréhension du monde, sous beaucoup d'aspects, il est tentant de botter en touche en disant, voilà, ça a été créé par nature, et que ce soit à un niveau intellectuel ou que ce soit à un niveau simplement, je dirais, intuitif. Même quand on rejette une notion, souvent on la maintient au niveau intuitif dans notre sentiment quotidien sur la nature. Il ne faut pas faire ça comme ça parce que la nature, ça serait contre nature. Donc voilà. Par rapport à la question de l'intervention dans la nature, disons, où le roi pour utiliser ce terme, moi je pense que qu'une des intuitions fortes à l'encontre de ça, c'est la peur de l'appauvrissement, c'est la peur de la transformation du monde qui est certes plein de souffrances, mais qui est extrêmement riche, avec la notion aussi qu'on voit comme positive de diversité, de biodiversité, d'appauvrissement de ça, de mettre tout ça sous coupe humaine, de transformer la nature en un zoo réglé par nous, où il n'y aurait plus aucune... finalement, les animaux ne seraient plus que
nos esclaves, c'est-à-dire n'auraient plus d'originalité, n'apporteraient plus rien au monde, voire dans la vision extrême, la conséquence qui est effectivement envisagée par certaines personnes de la mouvance froisse, et qui découle d'une certaine logique. Je veux dire, il ne suffit pas de dire ça me déplaît pour dire que c'est pas justifié, mais l'idée que le mieux, ça serait de bétonner la planète entière et de faire qu'il n'y ait plus de vie sauvage, car les animaux sont plus, il y a plus de souffrance que de bonheur dans le monde, et donc il vaudrait mieux que ce monde n'existe pas. Ou simplement par le fait qu'il y a de la souffrance dans le monde pour les personnes qui sont de tendance utilitariste négative, qui disent la souffrance, faire disparaître la souffrance est une priorité absolue, donc il serait mieux qu'il n'y ait plus de monde. Et donc cette peur de l'appauvrissement, je pense que c'est une peur qui n'est pas limitée à la problématique de la nature sauvage, mais qui, par exemple, ça se joue quand les gens disent le monde entier va devenir comme les États-Unis, il y aura des McDonald's partout, la diversité culturelle disparaît, il faut conserver les populations indigènes de l'Amazonie avec leur propre façon de vivre au nom de la conservation de la diversité. Ou dans une optique plus, disons, européenne et occidentale, nous voulons que notre pays conserve ses camemberts. On ne veut pas être sous la coupe de Bruxelles qui va faire que toute l'Europe va avoir les mêmes normes et tout aura le même goût partout, etc. C'est un discours en faveur de la diversité. Et je pense qu'effectivement, d'abord, la perspective du bétonnage du monde entier, on ne peut pas l'écarter comme ça en disant simplement ça me déplaît. C'est pas des gens qui sont amoureux du béton qui ont cette vision, c'est des gens qui mènent leur raisonnement éthique, y compris là où ils ont peut-être pas envie d'aller, c'est-à-dire qu'ils sont pas c'est pas par voilà, c'est pas par méchanceté, c'est par la force des choses. On ne peut pas décider que l'éthique on la rejette simplement parce que ça nous déplaît. Et si effectivement le monde est plein de souffrances et qu'on ne peut rien y faire, on ne peut pas faire que le monde devienne disons, un jardin de plaisir, on ne peut pas changer l'état des choses, effectivement, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que le monde disparaisse, ou que l'ensemble de la nature non humaine disparaisse, ou même y compris les humains. C'est le même raisonnement qui nous amène à dire qu'il vaut mieux que les élevages disparaissent plutôt que d'être remplis de poules et de cochons qui souffrent. Il vaut mieux que ces êtres-là n'existent pas si leur vie est une vie de misère ou si leur vie est une vie de 99% de misère avec quelques petits instants de bonheur sexuel chez les verras qu'on fait reproduire ou des choses comme ça, mais qui globalement est une vie de misère. Il vaut mieux que ces animaux n'existent pas plutôt que de naître. C'est un raisonnement qui, pour certains, s'applique aussi aux humains. Il y a Benatar qui dit qu'il vaudrait mieux que les humains n'existent pas. Il vaut mieux ne pas naître que de naître et de souffrir. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas simplement écarter du revers d'une main. Je pense qu'en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas un argument réellement contre le point de vue d'intervention dans la nature, c'est un argument c'est un argument mettant en lumière notre envie de reculer d'horreur devant cette perspective, qui explique notre. Mais je pense aussi que là derrière, il y aurait une remise en cause d'une certaine conception de la diversité à avoir. Et il y a une peur je dirais, il y a une peur de l'uniformité et il y a une peur de l'ennui. L'idée qu'on va avoir une humanité qui va finalement ne plus avoir ces belles collines remplies d'animaux sauvages, mais on va s'ennuyer, on va se retrouver face à nous-mêmes. Il y a une certaine vision de la diversité qui est problématique là-dedans. Je dirais que notre désir de conserver la diversité, d'aller à l'encontre de l'uniformité, finit par être une vision conservationniste de la diversité qui elle-même nous porte à l'ennui et à l'uniformité. Je m'explique dans le sens que si on dit, par exemple, pour conserver la diversité des populations et des cultures, il faut les isoler les unes des autres. Bon, on aura quoi? On aura
les Russes qui sont isolés des Français, qui sont isolés des Américains, qui sont isolés des Africains, des différentes populations africaines entre elles. Pour éviter l'uniformisation, il faut maintenir les barrières. Du point de vue de tous les individus concernés, en fait, vu qu'ils sont isolés de tous les autres, il y a peut-être une diversité objective dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 langues, 10 000 façons de voir le monde, 10 000 cultures différentes, mais du point de vue de chacun des individus de ce monde, du point de vue subjectif, il n'y a pas une diversité, il n'y a que sa culture qu'il connaît, qu'il est capable de connaître, parce qu'on a mis des barrières, puisqu'on les a isolés les unes des autres, pour les conserver, chacun est face à uniquement à soi-même. Donc on a rien gagné du tout. Les seuls qui ont gagné, finalement, c'est ceux qui ont mis toutes ces populations dans des zoos, dans des musées, quelque part, pour les observer de l'extérieur. Et là, eux, ils jouissent de regarder la diversité de la musique, de telle population, de telle autre population, etc. Ils jouissent de cette diversité, mais les populations en question, elles ne sont pas, elles disent d'aucune diversité. Donc cette notion de diversité et de conservation de la diversité, je pense qu'elle se contredit elle-même et qu'on ferait bien mieux d'avoir une autre notion de la diversité qui serait une notion dynamique de la diversité. Je pense que cette peur de l'ennui, cette peur de finir par se retrouver face à rien du tout, face à une uniformité, c'est une peur qui traduit notre manque d'imagination. Donc, je pense que la diversité, ça devrait être le contact maximum entre toutes les populations humaines du monde, par exemple, que toutes les populations puissent connaître toutes les autres cultures, que les cultures puissent éventuellement se fondre. Moi, je trouve que finalement, c'est mieux de manger avec qu'on appelle ça des baguettes qu'avec des fourchettes. Donc, j'adopte les coutumes des Asiatiques et eux, ils adoptent notre coutume de moi. Et finalement, grâce à cette diversité est un enrichissement de chacun, parce que chaque culture peut s'enrichir des cultures des autres, et qu'on ne va pas vers une uniformité, parce que de nouvelles cultures vont apparaître partout. On le voit sur Internet, toutes les sous-cultures qu'il y a sur Internet, tous les petits réseaux, tous les petits groupes qui sont des choses qui poussent comme des champignons dans le monde. La diversité nouvelle, elle se recrée. Il y a une vision dynamique de la diversité qui ne craint pas l'uniformisation. Donc on n'a pas à craindre l'uniformisation. On aurait à craindre l'arrêt du processus de création de nouveau. Et le processus de création de nouveau, il se nourrit par le fait que les uns et les autres de la contagion et comment on appelle ça, du métissage des cultures. Et donc, je pense que cette peur de l'uniformité, elle est erronée, elle n'est pas juste. Mais je pense que c'est quelque chose qui est un argument fort, vu l'état actuel de la pensée de l'intervention de la nature, qui est une pensée qui est trop souvent purement négative. Je pense que c'est un argument fort contre le race aujourd'hui. Maintenant, bon, je ne sais pas si j'ai vraiment joué le jeu, dans le sens que le jeu, c'était peut-être de trouver des arguments auxquels je ne savais pas répondre, mais voilà, peut-être par biais cognitif personnel, je ne vois que les arguments auxquels je peux répondre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, et merci beaucoup du coup pour toutes ces explications et tes réponses en général. D'ailleurs, ça me fait penser, en fait, dans ce que tu disais, à ce que tu disais un peu plus tôt par rapport à l'essentialisme, où en fait, peut-être une vision de la valeur de la diversité en tant que telle, c'est une vision où on va projeter sur les individus ou sur les cultures ou quoi que ce soit, une manière dont elle devrait être pour garantir la diversité, ce qui du coup au final crée toutes les dérives ou tous les soucis que peut poser l'essentialisme. On emprisonne les femmes en disant tu es femme, tu dois être conforme à ton essence de femme. C'est au nom de la diversité, en fait, qu'on appauvrit nos capacités d'innovation et au nom de la diversité statique, de ce que moi j'appellerais la diversité statique par opposition à la diversité dynamique que j'espère va arriver.
Du coup, pareil, sans transition, je passe à une autre question qui m'intéressait. Donc, du coup, tu vois, tu es actif dans le milieu militant animaliste depuis très très longtemps. On pourrait presque dire avant même qu'il y ait un milieu animaliste comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Et du coup, quelles évolutions tu observes dans le mouvement animaliste depuis que tu en fais partie? Et est-ce que tu es optimiste quant à ce que va donner le mouvement et ce qu'il va pouvoir accomplir? Moi, je suis optimiste quant à l'avenir du mouvement, surtout en fonction de facteurs externes au mouvement. C'est-à-dire que je pense que si notre avenir d'humain, c'est la victoire de Trump, par exemple, la fermeture de toutes les frontières, le réchauffement climatique, les famines généralisées de populations qui n'ont plus rien à manger et qui ne peuvent pas se déplacer, les guerres, l'accentuation du recours à l'espérance religieuse et tout un tas de choses comme ça, je suis très pessimiste pour le mouvement animaliste. Je pense que le mouvement animaliste dépend de l'accentuation, de la poursuite du développement de l'intelligence et de la générosité humaine, et que cette intelligence et cette générosité humaine ne poussent que sur un terreau je dirais pas d'abondance, mais d'espoir et d'ouverture des uns aux autres. Et voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si Trump va gagner. Je ne sais pas si le réchauffement climatique va se poursuivre jusqu'à quel point, si les maladies vont continuer à apparaître, les nouvelles maladies vont continuer à apparaître et amener les gens à tous se refermer chez eux et derrière leurs frontières et derrière leur petite propriété privée. Je ne sais pas tout ça. Il y a des moments où je me dis que pour la victoire pour faire avancer l'animalisme, on devrait s'investir dans les luttes humaines, pas parce que les luttes humaines sont essentiellement, enfin, sont en tant que telles plus importantes que les luttes pour les animaux. Au contraire, je pense que vu le nombre d'animaux victimes, d'animaux non humains victimes de l'élevage et d'autres problèmes, nos actions ils sont encore beaucoup plus importants que toute la souffrance humaine. Et cette souffrance humaine est importante en soi, mais aussi indirectement, parce que c'est les humains qui sont de fait aux commandes de la planète aujourd'hui. Et qu'il faut que ces humains soient en meilleur état mental possible, en meilleure capacité d'altruisme possible. Alors, je suis modérément optimiste dans ce sens que j'ai tendance à penser que tout le monde veut le bien, que tout le monde a une certaine partie de rationalité et que j'espère que ça finira par prendre le dessus, par déterminer le processus plutôt que le fait qu'on disparaisse tous dans un massacre généralisé et que la prédation entre animaux continue pour les 2-3 milliards d'années qui viennent. Alors bon, au niveau plus concrètement de l'évolution de l'animalisme en France, je voudrais dire, bon, d'abord, l'animalisme a gagné beaucoup de terrain. Il y a eu L214 qui a contribué énormément à cela. En gagnant beaucoup de terrain, il est clair que l'antispécisme, proprement dit, s'est beaucoup dilué et affaibli. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'antispécisme, mais en fait, c'est un peu n'importe quoi qui met derrière ce terme, qu'il y a beaucoup de luttes, qu'il y a de rectification de ce terme, de précision, d'amener les gens à comprendre que l'antispécisme, c'est pas juste l'animalisme avec dans une variante plus entre guillemets radicale, que c'est quelque chose qui demande une certaine rigueur de la pensée. Et puis, bon, l'évolution du mouvement, voilà, c'est un mouvement pluriel. Il y a des partis que j'aime, il y a des partis que j'aime pas. Personne ne décide qui fait partie du mouvement ou pas, donc ça continuera à être pluriel. J'espère seulement que les meilleures tendances continueront à avoir une forte influence dans ce mouvement. Merci pour ta réponse. Du coup, toujours un peu dans la même veine, imagine que nous sommes en, je sais pas, 2543.
L'élevage a été aboli. Bon, je dis pas quand, je sais pas. Selon toi, et quelles ont été les étapes vraiment déterminantes dans l'abolition de l'élevage? Un peu comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'une des étapes les plus déterminantes, ça sera que tous les humains mangent à leur faim, qu'ils ne soient pas réduits à la misère. Je pense que d'autres étapes, ce sera l'affaiblissement ou la fin des religions. Ce sera une éducation plus enfin pour tous, quoi, une connaissance meilleure pour tous. La sécurité, le fait que les gens puissent penser plus librement, je pense que ça, c'est vraiment une étape nécessaire. Je pense que il y aura des pays qui aboliront l'élevage avant d'autres. Donc, je pense que ça sera des petits pays qui commenceront à le faire. Je pense que avant l'abolition de l'élevage, il y aura des tentatives de suppression des formes les plus cruelles d'élevage. Sachant que quand je dis des tentatives, ça sera des tentatives avec un peu de succès, mais pas beaucoup, dans ce sens que, sauf à diviser par 10 la consommation de viande des gens, c'est impossible d'élever les animaux dans des conditions où ils jouissent d'une vie à peu près correcte. Donc, ces tentatives sont limitées et devront toujours se battre contre le fait que l'industrie ne voudra pas appliquer réellement les lois, mais ça amènera les gens à comprendre, à visualiser le fait que les animaux comptent et que les animaux sont vraiment maltraités. Et finalement, les gens finiront par comprendre que c'est pas possible de continuer. De toute façon, s'ils ont déjà divisé par 3 ou 4 leur consommation de viande, ce sera beaucoup plus facile pour eux de sauter le pas. Et puis, voilà, je sais pas, j'ai pas d'autres prévisions en stock par rapport à l'évolution. Hein. Tu mets vraiment un accent très net entre, on va dire, le progrès humain pour les humains et le progrès pour les animaux. Et c'est vrai que quelque chose qui est parfois reproché aux animalistes, ça va être de rester un peu trop dans leur bulle animaliste et de ne pas trop essayer de changer le monde par ailleurs, d'améliorer les conditions de vie des humains. C'est une critique, je pense, qui est partiellement fausse, mais qu'on peut aussi, avec laquelle on peut peut-être être d'accord sur certains points. Je sais pas, si par exemple on prend l'exemple de Brigitte Bardot, beaucoup de gens diront, bah, en effet, pour les animaux, elle a un impact très positif par son action, mais en fait, ses prises de position, par ailleurs, vis-à-vis des humains, sont tellement néfastes que peut-être que, in fine, dans la balance, elle nuit aux animaux comme aux humains. Est-ce que du coup, toi, tu serais un peu dans cette vision-là de dire, bah, voilà, on a vraiment besoin que le mouvement animaliste soit le plus possible ouvert, d'une part, aux autres luttes, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais d'une manière plus générale, aux autres problèmes dans le monde aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que le mouvement animaliste peut ou doit continuer à faire ses petites affaires dans son coin et Les autres luttes, ça dépend ce qu'on entend par les autres luttes. Parce que moi, ce que je vois, les personnes qui viennent reprocher aux antispécistes de ne pas être ouverts aux autres luttes, les autres luttes dont ces personnes-là parlent sont souvent des luttes extrêmement catégorielles, identitaires, de personnes qui, je dis pas qu'ils souffrent pas, mais dont l'objectif principal n'est pas de réduire leur souffrance, mais qui est d'établir une orthodoxie de pensée par rapport aux choses. Par exemple, je pense que concrètement, une des mesures les plus importantes pour que les femmes cessent d'être victimes de violences sexuelles dans le couple, c'est c'est le revenu universel de base. Je veux dire que c'est une mesure concrète qui ferait que les femmes ne soient jamais à se dire comment je vais survivre sans mon mec. Et que on peut parler du sexisme et de tout le reste, et c'est très bien de parler de la violence des hommes, de la culture du viol et tout ça.
mais que tant qu'on sera dans une structure sociale qui est telle que les femmes, parce qu'elles font des enfants, sont souvent désavantagées sur le marché du travail et sont sous la dépendance d'un homme, eh ben, on ne pourra pas résoudre le problème. Et ça, ce n'est pas une question d'identité et de choses comme ça, c'est une question d'agir concrètement. Donc, je pense que les personnes qui nous reprochent de ne pas nous occuper des humains, souvent nous reprochent, par exemple, nous reprochent des choses comme comme dire que les animaux dans les élevages sont des esclaves. Bon. Mais le fait de dire que les animaux dans les élevages sont des esclaves, de comparer ça à l'esclavage des Noirs, mais qu'est-ce que ça change concrètement à la situation des Noirs en France ou ailleurs? Je pense que ça change rien du tout. C'est purement une volonté de ne pas heurter certaines personnes qui ont une position d'autorité dans certaines luttes antiracistes. Donc, je pense qu'il n'y a pas à écouter ces sirènes-là, il y a à continuer sur notre chemin et diffuser notre message antispéciste. Maintenant, le fait est que je pense que dans les milieux animalistes, je ne dirais pas antispécistes, il y a aussi une tendance humanophobe très forte. Il y a des gens qui sont, y compris des gens qui sont d'extrême droite, qui sont pour la peine de mort, qui sont des gens qui sont contre les immigrés, parce que les immigrés, voilà, ils vont trouver un immigré qui a fait une saloperie ou quelque chose comme ça, voilà, il faut les expulser, etc. Ça, oui, il faut affronter ce problème, et je pense qu'il faut l'affronter, y compris chez des gens qui se présentent comme étant de gauche, et qui diffusent la même humanophobie. Mais pour le reste, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas tellement que les antispécistes ne s'investissent pas dans les autres luttes, c'est que les autres luttes sont structurées d'une manière qui est incompatible avec l'antispécisme. C'est-à-dire que quand les autres luttes mettent comme vision centrale de l'antisexisme ou de l'antiracisme, l'affirmation positive d'égalité de capacité des différents groupes, par exemple, que cette égalité, elle soit réelle ou pas, mais qu'elles mettent ça comme étant pratiquement la définition de leur lutte, c'est clairement incompatible avec l'antispécisme. On ne peut pas dire l'antispécisme, c'est l'affirmation de l'égalité de capacité des cochons et des humains. De fait, ce n'est pas vrai. Les oiseaux peuvent voler, les humains non, et réciproquement, les humains peuvent faire des choses que les oiseaux ne savent pas faire. Donc, il n'y a pas à... Je dirais qu'il y a une conception de l'égalité dans beaucoup de mouvements d'égalité humaine, qui est une conception qui est en contradiction, qui est incompatible avec l'antispécisme et qui, je dirais même, est destructrice de leurs propres objectifs, parce qu'elle fait dépendre la fin du racisme et la fin du sexisme, non pas de la lutte, par exemple, contre l'essentialisme, contre l'idée qu'il y aurait une essence de noir ou une essence de blanc, etc. Elle fait dépendre ça de l'affirmation d'égalité, d'une affirmation qui est complètement critiquable, qui n'est pas rationnellement justifiable. C'est-à-dire l'affirmation, par exemple, de la page blanche, selon laquelle les humains sont tous des sortes de pages blanches qui n'ont rien de génétique, qui n'ont aucun marquage génétique qu'ils porteraient toute leur vie. C'est une affirmation qui est universellement tenue pratiquement dans ces milieux dits de gauche, dits égalitaristes, mais qui n'est absolument pas acceptable, qui n'est pas scientifiquement recevable. Enfin, c'est quelque chose qui... Et pourtant, quand, par exemple, Pierre Sigler a critiqué cette affirmation de la page blanche dans des articles dans l'Amorce, il a été traité de tous les noms, de pire salaud, dominant, etc. Enfin, comme étant quelqu'un qui était... alors qu'on ne peut pas faire dépendre l'antiracisme de l'égalité factuelle de capacité des humains et d'une absence de la nature
d'influence de la nature sur les caractéristiques psychologiques humaines, et parler d'antispécisme et se réclamer de l'antispécisme. C'est contradictoire. Donc, ces groupes qui sont militants antiracistes et antisexistes, ils ne veulent pas être antispécistes, mais parce qu'ils sont structurellement incompatibles avec l'antispécisme. Et je pense que l'antispécisme, au lieu de dire l'antispécisme devrait accepter de converger vers les autres luttes, parce que c'est ça qu'on dit en pratique quand on parle de convergence des luttes, nous devons dire l'antispécisme a un apport potentiel énorme à apporter aux luttes antisexistes et antiracistes. Notre apport d'antispécistes, c'est de considérer que les humains sont des animaux, qu'ils soient intelligents ou moins intelligents, qu'ils soient valides, handicapés, mentales, physiques ou autres, qu'ils soient capables de faire des super choses ou qu'ils soient capables uniquement de rester devant leur télé et à regarder les jeux télévisés, enfin, quelle que soit leur capacité, leur bonheur importe autant, leurs intérêts importent autant, et que nous devons aller vers une égalité, vers le fait que tout le monde ait accès à une vie qui vaille la peine d'être vécue, indépendamment de son sexe, sa race et son espèce, que c'est ça comme objectif. Et ça, c'est un objectif qui me paraît juste, qui me paraît justifiable éthiquement, qui me paraît politiquement porteur, alors que la répétition sans fin selon laquelle les humains sont des pages blanches et ne doivent pas être confondus avec ne doivent pas être traités comme des animaux et ont une dignité humaine particulière et ainsi de suite, c'est quelque chose qui on se tire une balle dans le pied. En fait, ces mouvements se tirent une balle dans le pied. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait bien mieux de se débarrasser de cette vision-là et d'amener dans les luttes antiracistes, antispécistes, antisexistes et pour l'égalité humaine en général, le point de vue des antispécistes, qui est un point de vue inattaquable, je dirais, d'un point de vue éthique et scientifique. Pour conclure cet entretien, cette discussion, j'aurais aimé te demander 3 ressources, que ce soit un livre, une vidéo, un article, peu importe, que tu aimerais suggérer aux gens qui écoutent ce podcast. Ça peut être vraiment pour diverses raisons. Est-ce que tu penses que c'est une ressource qui permet d'acquérir des connaissances indispensables pour avoir un impact positif sur le monde, ou juste parce que c'est une ressource qui, toi, t'a beaucoup inspiré. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de critères. C'est juste 3 ressources que tu devrais conseiller, que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent. Lesquelles seraient-ce ? Je sais pas, c'est une question qui m'embête un peu parce que les ressources que je connais, c'est des ressources qui sont assez particulières à mes pistes de réflexion personnelles. Bon, il y a Peter Singer, évidemment, les classiques, Peter Singer, les cahiers antispécistes, qu'on trouve sur le web. Il y a énormément de choses dans des domaines que je ne connais pas, mais que j'estime beaucoup. L'éthique, l'altruisme efficace, le bouquin qui est sorti récemment de Axel Playhoust-Bror et de Yves Bonnardel, qui s'appelle je ne sais plus comment. Enfin bon, ça se retrouve assez facilement, je pense. Des choses comme ça sur l'antispécisme et ses relations avec l'humanisme, avec des choses comme ça. Il y a d'autres ressources qui me sont beaucoup plus personnelles, je dirais, et qui correspondent à mes axes de recherche actuels et futurs. Bon, j'ai mentionné Pinker, donc par rapport à Steven Pinker. Il y a, du point de vue de ce qui m'intéresse plus particulièrement et que j'ai envie d'essayer d'étudier à fond et que je n'ai pas encore réussi à avancer autant que je voudrais, il y a la question du statut scientifique de la sentience. Mon idée personnelle qui est que ce statut scientifique implique de sortir de notre vision mécaniste de la physique, mécaniste étant pouvant avoir une définition, je dirais, assez précise. C'est une piste de recherche qui m'a été beaucoup inspirée par Roger Penrose et un bouquin qui est traduit en français qui s'appelle Les ombres de l'esprit
Et moi, j'ai tendance à adhérer à sa vision selon laquelle le monde doit être déterministe, mais non mécanique. Ça paraît peut-être contradictoire a priori, mais Penrose explique très bien comment ça peut être déterministe sans être mécanique et déterministe calculable. Donc, je voudrais renvoyer à ça. Il y a le texte que j'ai écrit dans le numéro 23 des cahiers antispécistes, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un texte long et je pense difficile à comprendre parce qu'il est très mal écrit. Mais pour moi, c'est quelque chose qui correspond un peu à mon projet futur de recherche. Et donc, je ne sais pas si je peux espérer que d'autres personnes le lisent et essayent de le comprendre. Bon, un de mes thèmes où je vais essayer de publier des choses, c'est un peu en retrait par rapport à mon grand thème qui serait d'arriver à expliquer la sentience, c'est la question comment dire, d'une vision nouvelle de l'éthique. Je compare ça à ce que Galilée a fait pour la physique. Je pense que c'est très comparable dans le sens que, pour moi, la grande innovation de Galilée pour la physique, ça a été d'établir la coexistence de deux niveaux de pensée physique qui sont le niveau théorique, je dirais le niveau théorique et le niveau pratique. Le niveau théorique étant quelque chose de très abstrait et le niveau pratique étant la traduction de ce niveau abstrait, de ce niveau théorique dans la vie quotidienne. Pour prendre un exemple, dans la physique de Galilée, si on lance un objet, il ne s'arrête jamais, c'est la proposition par défaut, c'est le principe d'inertie, sauf si quelque chose l'arrête. Au niveau pratique, si j'ai une voiture, je sais très bien que la voiture marche tant que le moteur marche, quand il n'y a plus d'essence, ça s'arrête. Donc, au niveau pratique, ma physique dit les objets s'arrêtent quand il n'y a plus le moteur qui les meut, alors qu'au niveau théorique, il y a le principe d'inertie qui fait que les objets continuent. Alors, les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut expliquer très bien pourquoi les voitures s'arrêtent dans le cadre de la physique galiléenne, mais il s'agit de deux façons de penser qui sont différentes et qui ont des applications différentes. Je pense que pour l'éthique, il serait très important d'arriver à établir ces deux niveaux-là de pensée. Je pense que l'éthique est un domaine qui peut être aussi scientifique que la physique, qui peut avoir des propositions qui sont techniquement valables, mais qui sont d'application, je dirais, dont l'application pratique est très difficile à faire directement. De la même manière que le principe d'inertie est difficile à traduire directement en physique quotidienne. Par exemple, l'idée que je pense vraie, l'idée par exemple d'inexistence de l'identité personnelle, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle il est difficile de donner une traduction directe dans la vie quotidienne. Et pourtant, je pense que c'est une vérité éthique au niveau de la théorie éthique fondamentale. Alors là, je n'ai pas de ressources précises là-dessus. J'avais fait une conférence aux Estivales de la question animale là-dessus. J'avais un minimum développé ça. On doit trouver ça sur le site des Estivales avec les slides que j'avais fait à l'époque. Mais bon, je suis en train d'essayer de me mettre à écrire quelque chose qui pourrait être sous la forme d'un bouquin, si j'arrive à trouver un éditeur, sur ce thème-là, sur la comparaison entre, je dirais, la révolution singérienne, qui amène les animaux à être les animaux non humains et les humains à être sur le même plan, avec la révolution galiléenne qui a amené, je dirais, le monde terrestre et le monde extraterrestre, le monde céleste, à être sur le même plan. Je pense que les deux ont beaucoup d'analogies entre les deux, et ça peut me permettre aussi de mieux développer les idées éthiques sans que chacun vienne m'objecter immédiatement, mais ça peut avoir des conséquences contre-intuitives, et ainsi de suite. Tout comme on objectait à Galilée les conséquences contre-intuitives du fait, par exemple, que la Terre était en mouvement, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu peut-être marginal par rapport au discours que j'avais jusque-là, mais qui correspond un peu à mes thèmes de réflexion, de recherche actuelle. Ok, et du coup, si jamais les gens veulent
te lire, soit par rapport à tes écrits passés, soit par rapport à tes thèmes de recherche du moment? Comment ils peuvent te suivre ou se tenir au courant de ta production Bah, disons que j'ai pas énormément écrit sur ces thèmes-là ces derniers temps. J'ai fait plus de conférences orales euh, que d'écrits. Euh, mais bon, il y a les articles dans les antispécistes, il y a mon site qui est david.olivier.name, N-A-M-E, à la fin, où il y a la plupart de mes textes les plus importants. Il y a aussi le livre la Révolution antispéciste, qui est un texte, enfin, qui est un livre collectif, donc, mais où il y a un texte original de moi qui est sur la question de l'égalité et sur la question de la notion de supériorité et de sa traduction essentialiste. Il y a un thème un petit peu nouveau pour moi à l'époque, donc qui n'est que là-dedans, à part une conférence que j'avais faite par PEA et qui est en ligne. PEA, c'est pour l'égalité animale, donc le groupe suisse, qui est en ligne sur le même thème, sur le thème de notre notion de supériorité et d'égalité, qui je pense est à reprendre un petit peu de fond en comble. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes réponses. Merci pour tout ça. Merci.